Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler des faux patriotes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faux patriote? Je ne vais pas rentrer dans une typologie des faux patriotes et vous dire ça c'est un faux patriote, ça c'est un faux patriote, mais j'ai envie, on va dire, de taquiner un tout petit peu les racialistes. Alors, les racialistes qui sont ceux, si j'ai bien compris, qui se sont amusés à se faire censurer ma vidéo sur l'Aïd parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que moi, j'étais pas contre le fait qu'on égorge des moutons. Effectivement, pour certaines personnes, on se fait traiter de faux patriotes si jamais on n'a pas la même vision purement raciale de la France ou de l'Europe qu'eux peuvent avoir. Alors là, déjà, on se trouve face au sophisme du vrai Écossais. En gros, c'est comme si tu dis à un mec, tu fais « Ah, mais t'es pas racialiste, donc t'es pas un vrai patriote. » Quoi? Mais t'as pas lu tout Victor Hugo, mais t'es pas un vrai patriote. Quoi? Mais t'as pas vu 2001 l'Odyssée de l'espace, mais t'es pas un vrai cinéphile. Et donc là, mon but va être un peu de les taquiner, de montrer qu'ils se fourvoient et que peut-être eux desservent la cause nationale. Déjà, ce sont des gens qui sont dans le ressentiment, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont la haine et qui ne vivent plus, d'accord, qui vivent plus pour eux, qui ne vivent plus pour prendre du plaisir, mais qui vivent dans la détestation de l'autre. Alors moi, je ne juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est leur vie qu'ils gâchent. Alors on note dans leur discours quelque chose d'assez contradictoire, c'est-à-dire qu'ils font appel à une certaine pureté, vous savez, la soi-disant prétendue pureté de la race blanche ou de la France face aux invasions des immigrés. Or, en faisant ça, en cherchant cette pureté, ils vont réagir exactement comme la gauche. Alors, je vais m'expliquer. Il y a un révolutionnaire que j'aime beaucoup, Robespierre, qui a fait un discours le 17 pluviose de l'an 2. La protection sociale n'est due qu'aux citoyens paisibles. Il n'y a de citoyens dans la République que les républicains. Les royalistes, les conspirateurs ne sont pour elle que des étrangers, ou plutôt des ennemis. Cette guerre terrible que soutient la liberté contre la tyrannie n'est-elle pas indivisible? Les ennemis du dedans ne sont-ils pas les alliés des ennemis du dehors? Les assassins qui déchirent la patrie dans l'intérieur, les intrigants qui achètent les consciences des mandataires du peuple, les traîtres qui les vendent, les libellistes mercenaires soudoyés pour déshonorer la cause du peuple, pour tuer la vertu politique, pour attiser le feu des discordes civiles et pour préparer la contre-révolution politique par la contre-révolution morale. Tous ces gens-là sont-ils moins coupables ou moins dangereux que les tyrans qu'ils servent? Tous ceux qui interposent leur douceur parricide entre ces scélérats et le glaive vengeur de la justice nationale ressemblent à ceux qui se jetaient entre les satellites des tyrans et les baïonnettes de nos soldats. Tous les élans de leur fausse sensibilité me paraissent que des soupirs échappés vers l'Angleterre et vers l'Autriche. En fait, dans ce discours, il y a la même logique de recherche de pureté morale que chez Rousseau. C'est de chez Rousseau que ça vient et c'est quelque chose qui est typiquement, on va dire, de gauche. En gros, il faut forcer les gens à être libres et il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, pour citer Saint-Just. Ces gens-là ont une ligne idéologique et il ne faut pas en varier. Ils refusent qu'on la varie, ne serait-ce que d'un tantinet. Et si jamais on varie de cette ligne-là, on est l'ennemi. En vrai, vous n'allez jamais réussir à convaincre quelqu'un qui a peut-être des affinités pour le patriotisme ou pour le nationalisme, ou du moins qui est un peu chauvin, en ayant un discours aussi radical. Au contraire, vous allez lui faire peur, vous allez passer pour des blaireaux qui sont totalement dans le ressentiment et obnubilés par la question raciale. Et donc forcément, vous allez les faire fuir. Et c'est ça qui sert d'épouvantail, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le Front National passe au second tour, que ce soit en 2002 ou bien en 2017, on agite ça, on dit « Oh mon Dieu, c'est des affreux racistes, etc. » Ce qui fait que ceux qui ont voté Mélenchon, qui pouvaient avoir cet amour peut-être de la France et peut-être une certaine considération sociale contre les élites cosmopolites mondialisées, finalement ils ont voté Macron, ils ont voté pour leur pire ennemi. Ce qui fait que leur prétendue ligne pure, morale, etc., avec une France blanche, etc., elle n'arrivera jamais. Parce que non seulement ils n'arriveront jamais à avoir les élections, et même s'ils prennent le pouvoir de force, le peuple n'en voudra pas. Mais surtout, ça empêche toute intégration de ces immigrés, de ces personnes qui arrivent en France. Alors, vous le savez, je suis contre l'immigration. Je suis pour la sortie de l'Union européenne, je suis pour un retour aux francs, je suis pour la sortie de l'espace Schengen, je suis pour un retour des frontières, je suis pour un contrôle aux frontières. Mais on va pas se mentir, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de peau des gens, c'est leur attachement à la France et le respect de ses valeurs. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'islam, à Mayotte, il y a des musulmans. Et Mayotte, c'est la France autant que Paris, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Que ça soit à La Réunion, sinon, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a des personnes noires. En Guyane, il y a également des Amérindiens. Alors je sais bien que les plus racialistes, comme Henri de Lesquen, vont dire qu'en fait, tout ça c'est une pompe à fric et en plus ils ne sont pas vraiment notre culture, notre civilisation et qu'il faudrait rendre l'indépendance à tous ces territoires et départements d'outre-mer. Effectivement, ça coûte de l'argent, mais ça coûte surtout de l'argent parce que c'est
très mal géré sur place. Il suffit de voir le nombre d'affaires qu'il y a avec les gens rien qu'en Guyane, par exemple le maire de Saint-Laurent. Deuxième ville de Guyane, il a un nombre d'affaires occultes qui sont listées sur Wikipédia, mais c'est un scandale. Et il était ministre sous Chirac. En Guyane, on a une commune qui s'appelle Réginaco. Ils ont dû retirer le pouvoir au maire parce qu'il faisait n'importe quoi, il distribuait les terres à ses potes. On a Madame le maire de Cayenne qui touchait son salaire de je sais pas quoi d'orthophoniste à l'hôpital de Cayenne en même temps qu'elle était maire alors qu'elle n'exerçait plus comme orthophoniste. Donc vous voyez ce genre de magouille, c'est pour ça que ça coûte du fric, parce que c'est n'importe quoi. Mais en attendant, c'est du prestige à l'international, c'est-à-dire que effectivement, la France est présente dans les Caraïbes, elle est présente dans l'océan Indien, elle est présente sur le continent de l'Amérique du Sud. On est les derniers à avoir un département, un bout de notre pays en Amérique du Sud, les derniers Européens. Et lorsque tu vas à l'étranger, lorsque j'étais en Macédoine, à Skopje, et que le chauffeur de taxi demande d'où on vient, on dit « Oh, on vient de France », il dit « Ah, Paris ». Ben non, pas Paris, non, il n'y a pas que ça en France. Il dit « Non, non, je viens d'Amérique du Sud, là, il y a une partie au nord du Brésil qui est la France ». Le mec, il m'a pris pour un con, tu vois, et puis il cherche sur son téléphone, il me montre la carte du Brésil, il fait « Regarde, ça c'est la France ». Le mec, t'as impressionné, quoi. Putain, c'est la France. Sans parler de toutes les opportunités économiques qu'il pourrait y avoir. Et là, je suis malheureusement plutôt d'accord avec Mélenchon s'il y avait vraiment un partenariat avec le reste de l'Amérique du Sud, notamment avec le Venezuela. Parce que bon, je te dis pas les réserves de pétrole qu'ils ont ces gens-là. Et surtout, ça nous ferait des nouveaux partenaires économiques pour sortir de notre domination totale de l'Allemagne. Sans oublier le fait que grâce à la Polynésie française, la France a un domaine maritime quasiment inégalé. Renoncer à tout ça juste parce qu'on n'aime pas les Noirs, c'est complètement con. Si jamais c'était bien géré, ce seraient des territoires à exploiter pour faire une vitrine de la France à travers le monde, pour montrer sa puissance, pour montrer que c'est toujours l'une des premières puissances économiques mondiales. En réalité, il faudrait faire avec tous ces départements, tous ces territoires, ce qu'ont fait les Allemands avec Strasbourg entre la guerre de 70 et la guerre de 14. Ils ont fait de Strasbourg une réelle vitrine, c'est une ville qui est devenue magnifique, où ils ont construit une université, un observatoire, et la rue de l'université et de l'observatoire, elle est juste sublime. Jusqu'à ce que les Français construisent leur université à côté dégueulasse. Et donc, comme je le disais, ce qui compte, c'est l'attachement à la France. Et là, je vais me poser la question, quel attachement ont à la France les racialistes? Alors, pour caricaturer, les racialistes, ils sont prêts à soutenir l'équipe de Croatie parce qu'elle est blanche. Les racialistes, ils sont prêts à les déménager à l'étranger parce que, soi-disant, c'est un pays blanc. Je pense à ceux qui vont en Hongrie, par exemple, ceux qui veulent aller en Pologne. Et je dis ça, mais moi, j'aimerais bien partir comme expatrié, 4 ans, 5 ans, pour faire prof à l'AEFE, en gros, c'est-à-dire vous enseigner dans un lycée français à l'étranger. Et je rêverais d'aller en Asie, notamment en Asie centrale, mais si ça devait être en Europe, j'adorerais aller dans les pays baltes ou en Scandinavie pour voir autre chose que ce que je connais. Cependant, il ne faut pas oublier que même si je fais ça pendant une période de temps donnée, je resterai un étranger là-bas. Je ne serai pas chez moi. Je n'ai pas prétention ensuite à prendre la nationalité lituanienne. J'ai vocation à retourner dans mon pays. Et comme avec le groupe, par exemple, Suavelos ou je sais pas quoi, là, où les gens ils se disent européistes, blancs, blablabla, pour l'identité, le peuple, la culture européenne, est-ce que ces gens-là, ce sont vraiment des nationalistes? Ils ont totalement abandonné la question nationale. Ces gens, ce qui leur intéresse, c'est leur couleur de peau, c'est tout. Ces gens-là n'ont aucun attachement à la France. Et quel attachement on a à la France si on ne maîtrise même pas sa culture? Je parle de sa culture artistique, littéraire, cinématographique, musicale, picturale. Et donc, je viens de lire un livre qui s'appelle « Les héritiers ». C'est un livre de Bourdieu et de, attention, Passeron. C'est un bouquin qui date de 1964 et dont Usul a tout pompé pour faire sa vidéo sur la fac, où en fait, il t'explique que plus tu fais partie de l'élite financière, culturelle, etc., mieux tu vas réussir à l'école, plus tu vas faire de grandes études. Ce qui ne va surprendre absolument personne, je suppose. Mais le bouquin explique aussi que l'école favorise une certaine culture bourgeoise en enseignant la culture classique. Et donc tous les élèves qui ont grandi chez eux dans cette culture classique, ils vont être avantagés. Forcément, si le soir tu rentres chez toi et tu écoutes du Wagner, tu es un peu plus aidé dans la vie que si tu écoutes que les To Be Free. Et donc j'ai une question. Si une grande partie de la gauche méprise la culture française, la fait passer pour raciste, on se souvient de la polémique par exemple sur Céline, la polémique sur Charles Maurras, ou encore la très récente polémique totalement débile sur Blaise Cendrars, où des antiracistes se sont émerveillés parce que tout à coup, il y avait, dans un livre de 1929, le mot nègre dans le titre. Mais si en plus cette même gauche, elle va faire en sorte de mener à une détestation de la France en venant ressasser le passé sans arrêt, en venant reparler d'esclavage, de la colonisation, etc. et dire mon Dieu, regardez comme c'est mal, je pense à toute la série d'articles de Mediapart sur la Nouvelle-Calédonie qui ont juste le but de montrer oh mon Dieu à quel point c'est horrible la Nouvelle-Calédonie à cause de la France.
En faisant ça, ils sapent le travail d'intégration. Parce que tu n'as pas envie de t'intégrer à un pays qu'on te dit raciste, on te dit homophobe, xénophobe, tout ce que tu veux. Tu n'as pas envie de t'intégrer là-dedans. Tu te dis, mais attends, c'est quoi cette merde? Ce pays me déteste, moi je vais le détester aussi, c'est normal. Donc si tu as la gauche comme ça, ou du moins une partie qui promeut ça, qui promeut cette détestation au nom de l'histoire, du devoir de mémoire, etc., qui en fait est juste du ressentiment et de la morale d'esclave, où d'un côté il y a les bons qui sont déconstruits et tout ce que tu veux, et de l'autre tu as les méchants, ceux qui aiment toujours la France, ceux qui ne sont pas en train de la détester, de la haïr. Et donc si on a la gauche qui fait ça, donc qui n'aide absolument pas à l'intégration et l'assimilation, et que de l'autre tu as la droite ou l'extrême droite, on va dire, qui ne rêve que de la réimmigration, qui ne pense qu'à ça, qui ne dit que ça, qui est totalement racialiste, il dit toi t'es noir, tu peux pas être un vrai français, toi t'es un arabe, tu peux pas être un vrai français, toi t'es asiatique, tu peux pas être un vrai français. Tout en sachant que, comme je l'ai expliqué, la réimmigration n'arrivera pas parce que c'est bien trop radical. Et lorsque je dis ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas de fermeté. Et je pense que par exemple là, les gens ils s'émeuvent sur internet parce qu'il y a un gamin de 15 ans qui roulait, je sais pas quoi, à 5 heures du matin sur un scooter et qui a forcé un barrage de police et qui est mort. Je vais me dire, bah oui, bah il faut de la fermeté, il faut qu'à un moment donné aussi, il y a une partie de la gauche qui est là en train de dire oui, mon Dieu, mais c'est horrible, les policiers auraient dû relever le numéro de la plaque d'immatriculation du scooter et l'appréhender plus tard, sachant que le scooter était peut-être volé. Ce qui n'a aucun sens. Pour ces gens-là, qui se croient tout permis, effectivement, bah oui, il faut une force. Sans force, la justice, elle est impuissante, elle sert à rien. En gros, il faut les deux. Il faut la force, parce que sinon la justice est impuissante, mais il faut également la justice, parce que sans elle, la force est tyrannique, il faut les deux. Et donc, il ne faut surtout pas apprendre à ces gamins de 15 ans qui font n'importe quoi, qui sont dans une zone de non-droit. Et si jamais ils ont une double nationalité, effectivement, moi je ne suis pas contre après leur dire double peine, tu fais ta peine de prison, puis tu retournes dans ton pays. Mais là, le problème, c'est que si on a toujours des gens de gauche, on va dire, pour venir excuser ce genre de comportement en disant que c'est à cause de leur héritage, des conditions sociales, etc., on ne s'en sort pas non plus. Comme dit, il y a un juste milieu à trouver entre on réémigre tout le monde juste basé sur la couleur de peau, et venir dire ah ouais mais c'est à cause des conditions sociales, tu peux pas comprendre, de toute façon toi t'es né blanc, cis-het, enfin voilà, franchement t'es trop un privilégié dans la vie, comment ça tu es au RSA, mais t'es un privilégié je te dis. En fait en gros il faut faire l'alliance là de la gauche et de la droite, c'est-à-dire comprendre qu'effectivement il y a des conditions sociales qui mènent à ce genre de comportement, mais c'est pas pour autant les excuser. Alors je ne suis pas un libéral qui croirait au libre arbitre ou à quoi que ce soit, mais quand même, à un moment donné, les gens sont quand même responsables d'eux-mêmes, sinon la société ne tient plus debout. Donc ok, peut-être que tu as une enfance difficile, peut-être que tu es victime de ceci, de cela, mais ça n'excuse rien. Par contre, il faut bien leur montrer qu'à côté, la France a quelque chose à leur proposer. Et on leur montre que la France a quelque chose à proposer en leur montrant qu'est-ce qu'il y a de mieux en France. Parce que si la droite abandonne le patrimoine en allant se mettre en Hongrie, en Pologne, etc., faut pas oublier que vos enfants seront sans doute franco-hongrois. Puis après, vos petits-enfants sont peut-être que hongrois, pareil, ou que polonais. Et donc, votre héritage français, il va disparaître. D'accord? Il sera totalement noyé. Tout comme les gens qui avaient des ancêtres polonais il y a 3 ou 4 générations, c'est des Français maintenant comme tous les autres. Et qu'en même temps, on a la gauche qui conspue ce même patrimoine, car comme je l'ai dit, il serait raciste, colonialiste, etc. Mais en fait, on n'a plus rien à proposer aux immigrés pour s'assimiler au peuple français. Sauf qu'avant d'exiger que les nouveaux arrivés, que les immigrés, que tout le monde adopte et aime la France pour son patrimoine, pour ce qu'elle est, pour ses valeurs, il faudrait quand même que les Français, et notamment les Français qui se disent patriotes, les connaissent, ces valeurs, qu'ils connaissent ce patrimoine. Et là, vous allez me voir venir, mais combien de livres t'as lu dans ta vie? Alors moi, j'ai fait un petit tour sur Sens Critique où j'ai pas noté tous les livres que j'ai lus parce que j'en ai lu beaucoup plus, notamment quand j'étais ado et je m'en souviens juste pas. J'en ai lu, d'après Sens Critique, à peu près 400. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Et donc la question que j'ai envie de me poser, c'est toi, combien t'en as lu, mais surtout, combien de livres il te reste à lire avant que tu meurs? Et là, vous pouvez me dire que c'est sordide comme question, mais il y a un site qui s'est amusé à calculer ça en fonction de votre espérance de vie, selon votre sexe, le nombre de livres que vous lisez, etc. Et en fait, si, comme la plupart des gens qui suivent mes vidéos, vous avez entre 25 et 30 ans, si vous êtes un petit lecteur, il vous reste moins de 700 livres à lire avant de mourir. Moins de 700. Et si vous êtes un grand lecteur, on va dire 50 livres par an, un petit lecteur c'est 12 livres par an, c'est déjà pas mal, 12 livres par an. Mais si vous êtes un grand lecteur, c'est moins de 3000 livres à lire. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que durant votre petite espérance de vie qui vous reste, et je dis ça sans compter le fait qu'il pourrait arriver un accident vraiment horrible qui ferait que vous mourriez avant votre date d'espérance de vie, même si vous lisez 50 livres par an, il vous reste que 3000 livres, moins de 3000 livres à lire. Et donc j'ai une dernière question. Est-ce que, avec le nombre de livres qui te restent à lire,
le nombre de livres que tu as déjà lus, est-ce que tu auras vraiment le temps avant de mourir de connaître la France que tu prétends aimer, que tu prétends adorer, toi qui as envie de te partir en Hongrie? Et là, je vais faire un peu ce qu'on appelle du name dropping. En gros, je vais citer des noms, mais est-ce que tu as lu Proust, Céline, Balzac, Zola, Hugo, Chateaubriand, Dumas, Montaigne, Pascal, Descartes, Chrétien de Troyes, François Villon, Rabelais, Rimbaud? Est-ce que tu as lu le mémorial de Sainte-Hélène? Ça, si tu sais pas, c'est les mémoires de Napoléon. Le mec, il est à Sainte-Hélène, il dicte ses mémoires, il raconte sa vie. Est-ce que tu l'as lu? Moi, je l'ai pas encore lu, je vais le faire. Mais est-ce que tu te dis pas, tiens, moi qui aime la France, qui adore sa grandeur, qui adore sa splendeur, qui aime la période où elle était à son apogée, t'as pas envie de te dire, putain, ça, il faut que je lise, ça, il faut que je sache, il faut que je comprenne la période napoléonienne. Et donc, je reviens à Bourdieu et sa culture classique savante qui favorise les élites, qui enseigne à l'école. Est-ce que cette culture-là, tu la maîtrises suffisamment? Est-ce que tu es vraiment au clair avec elle? Parce que si justement tu prétends aimer la France, tu fais briller la France, tu essaies de montrer comme elle est belle, de montrer le meilleur d'elle. Et là, il y avait une vidéo dont Usul s'était foutu de la gueule, mais où tu as Elisabeth Lévy qui dit, bah oui, mais nous, les petits immigrés, ils arrivent en France et on leur donne Jean Racine, c'est-à-dire on leur donne le meilleur. Parce qu'il faut pas oublier que si jamais, toi, cette culture, elle t'indiffère et que tu veux aller en Hongrie, te marier avec une Hongroise, avec des enfants qui seront hongrois et des petits-enfants qui seront hongrois, tu peux pas prétendre aimer la France. Si jamais tu n'as pas cette culture que tu peux faire vivre, continuer à faire vivre, tu peux pas te prétendre aimer la France. Parce qu'à côté, il faut pas oublier que les élites cosmopolites mondialisées, d'accord, elles ont lu tous ces livres, elles la connaissent l'histoire de France, mais elles la méprisent. Faut bien voir Emmanuel Macron qui fait, ah bah non, il n'y a pas de culture française. Et donc, si ces seules personnes qui connaissent encore un peu l'histoire de France, ces seules personnes qui pourraient l'aimer pour ce qu'elle est, mais qui la méprisent, sont des bourgeois libéraux qui pensent qu'à faire du fric, bah peut-être que la France mérite de disparaître.